Grand Paris, Emmanuel Le Chypre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Grand Paris, un Grand Paris que nous allons consacrer à la dépendance et puis à toutes les questions évidemment qui tournent autour, tous les défis que soulève ce sujet de la dépendance, avec évidemment la question du financement en première ligne. Avec nous, trois invités. Nous avons d'abord Charlotte Brun, qui est la secrétaire nationale des personnes âgées, handicap et dépendance du Parti socialiste, mais qui sera avec nous par téléphone pour la première partie de cette émission. Et puis en plateau avec nous, deux invités. Hervé Monange, directeur général adjoint du Centre d'analyse stratégique. Centre d'analyse stratégique qui publie d'ailleurs un rapport intéressant, comme j'allais dire comme tous les rapports du Conseil d'analyse stratégique. Allez les voir sur le site internet, même en version PDF. Comme on dit, c'est toujours très instructif, on se projette à long terme sur beaucoup de problématiques. Et celui-ci s'appelle Les défis de l'accompagnement du grand âge. Et puis avec nous aussi Philippe Juvin, l'eurodéputé et secrétaire national de l'UMP. Alors Charlotte Brun, je vais peut-être commencer avec vous puisque nous avons par téléphone. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, alors, vous pouvez nous brosser un petit peu un tableau de la façon dont, j'allais dire, vous trouvez le dossier presque, puisque le sujet de la dépendance est un sujet dont on parle depuis quand même très longtemps, dont on voit qu'il y a un défi considérable autour de la question du financement. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que tout ce qui était prévu au début du mandat de Nicolas Sarkozy n'a pas pu être fait pour cause de crise. Bref, comment aujourd'hui vous trouvez le dossier? Quelle est un petit peu l'équation pour vous? Comment elle se pose aujourd'hui? Alors d'abord, le fait de dire que tout ce qui a été dit au début du mandat de Sarkozy n'a pas pu être fait pour cause de crise, c'est un point de vue. Non, toujours est-il qu'effectivement, il y avait une promesse qui était, là, rappelons-le, de créer une 5e branche pour le risque vieillesse, il y a eu beaucoup de promesses, et qu'il y a eu tout un tas de rendez-vous, de rapports, etc., qui ont été une série de rendez-vous manqués, on va le dire comme ça. On va dire effectivement que le grand débat, ce qui nous était annoncé comme un grand débat de la dépendance, la montagne a accouché d'une souris, malheureusement. Voilà. En tout cas, effectivement, nous considérons que la question de la perte d'autonomie, plus que de la dépendance d'ailleurs, puisque ce terme n'est pas un terme que je trouve très joli, parce que nous sommes tous dans une société contemporaine, interdépendants les uns des autres, et le grand âge et en soi, effectivement, une période de la vie où on a peut-être davantage besoin d'autrui ou d'accompagnement qu'un autre âge. Mais arrêtons d'employer ce mot de dépendance. La question de la perte d'autonomie est un véritable défi, tout comme d'ailleurs le chantier du vieillissement de la population et des populations européennes ou contemporaines l'est. Et c'est dans ce cadre-là que la ministre aborde le chantier. Elle a rappelé devant la CNSA notamment que c'était un véritable défi, un véritable enjeu. D'abord, le premier, c'est de pas considérer toute personne âgée comme une personne potentiellement en perte d'autonomie ou potentiellement dépendante. C'est pas parce qu'on avance en âge qu'on va tous être en situation de très grande dépendance. Et il y a un véritable défi que de faire en sorte de prévenir la perte d'autonomie et d'éviter qu'on soit en situation de dite dépendance, comme vous en parlez. Et donc, elle a tout de suite mis sur la table le grand chantier de la prévention et de faire en sorte qu'on ne soit pas en situation de perte d'autonomie. Et puis après, elle a clairement rappelé l'engagement du président lorsqu'il était candidat. Si c'est pas un chantier que nous traiterons la première année du quinquennat à cause de la crise, comme vous l'avez dit, parce qu'il est important de retrouver des ressources financières dans la première année, eh bien pour autant, dès la seconde année, nous ferons en sorte que ce chantier puisse voir le jour. Et elle a rappelé, Madame Delaunay, les axes qui étaient les siens, et qui était présent dès la campagne présidentielle de François Hollande, c'est-à-dire le fait que d'abord évidemment ce chantier sera remis en route, ensuite que nous ferons appel à la solidarité pour le financement, et en cela d'ailleurs moi j'avais souligné dès le début du débat lancé par Sarkozy qu'à force d'avoir une tonalité très anxiogène, eh bien la véritable volonté du gouvernement précédent était de faire en sorte que le principal financement qui allait être suggéré pendant les 5 dernières années, et ça s'est confirmé, était un financement privé
et purement assurantielle, eh bien nous disons fortement qu'il faudra faire appel à la solidarité nationale pour le financement. Et Michel Delaunay a également dit dernièrement, et je pense que c'est important, que si les conseils généraux font partie des premiers financeurs aujourd'hui de la perte d'autonomie des personnes âgées, eh bien pour autant il faudra remettre de l'égalité territoriale. C'est un enjeu fondamental. Et par ailleurs, nous ferons en sorte dans la réforme d'augmenter le plafond de l'allocation personnalisée autonomie. L'effort sera aussi en faveur... L'allocation personnalisée d'autonomie, c'est, rappelons-le, c'est à peu près 500 euros par mois, c'est ça? Oh, ça dépend de... Aujourd'hui en moyenne un peu plus, peu plus. Et ça dépend surtout de votre degré de perte d'autonomie. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'allocation personnalisée d'autonomie est une mesure du dernier gouvernement Jospin qui a permis de reculer de 4 ans l'entrée en établissement et qui permet vraiment de garantir un meilleur soutien à domicile. Pour autant, aujourd'hui, sans même se projeter à 2040, où on sait qu'il y aura davantage de personnes âgées confrontées, elles seront plus nombreuses en tout cas d'un point de vue mathématique, puisqu'elles seront de toute façon plus nombreuses en situation de perte d'autonomie. Donc sans même se projeter à 2030-2040, on sait qu'aujourd'hui, pour mieux maintenir, mieux soutenir les personnes à domicile, eh bien il faut faire une réforme de l'APA. Si vous voulez. L'APA a été une bonne chose. Il faut aujourd'hui pour autant une réforme de l'APA pour mieux soutenir les personnes à domicile. Voilà. Alors donc il y aura une réforme de l'APA et puis il faudra voir comment justement on fait en sorte justement qu'il y ait moins de reste à charge à domicile pour les personnes âgées. Oui, vous parliez d'un appel à la solidarité. Alors, par exemple, est-ce qu'on créera cette fameuse 5e branche de la sécurité sociale ou est-ce que ça passera par d'autres moyens? Je crois que, y compris d'ailleurs, la droite aujourd'hui ne parlait plus d'une 5e branche de la sécurité sociale. Nous-mêmes, au Parti socialiste, on n'en a jamais parlé, si vous voulez. Donc moi je suis extrêmement transparente. Nous ne sommes pas aujourd'hui favorables à une 5e branche de la sécurité sociale. Pour autant, nous sommes favorables à ce qu'il y ait davantage de poids qui soit accordé aujourd'hui à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Alors, est-ce que ça doit se transformer par une évolution de la sécurité sociale et une évolution de la CNSA pour faire en sorte qu'elle soit davantage inscrite dans le droit de la sécurité sociale? Eh bien, les travaux de la ministre, de l'ensemble des partenaires qu'elle reçoit en ce moment, et puis des parlementaires le diront. En tout cas, nous sommes effectivement favorables à ce qu'il y ait davantage de poids qui soit accordé à la CNSA dans le champ de la sécurité sociale, si vous voulez. Sans pour autant que ça se traduise par une broche à part entière, parce que sur le fond, comme ce débat vous intéresse, nous ne sommes pas persuadés que la perte d'autonomie des personnes âgées doivent être déconnectées de l'ensemble des générations, si vous voulez. D'accord, ouais, ouais. Voilà. C'est ça, le vrai sujet de fond, c'est celui-là. Il ne faudrait pas déconnecter la perte d'autonomie des personnes âgées de l'ensemble des autres générations et rester dans un champ plus intergénérationnel. Alors, vous disiez ça va coûter beaucoup d'argent. On peut pas le faire la première année. J'ai pas dit que ça coûterait forcément beaucoup d'argent. D'abord parce que notre priorité, et je sais que vous recevez beaucoup d'acteurs du champ mutualiste dans votre émission, notre priorité est de vraiment mettre en œuvre, dans le cadre d'un projet pluriannuel d'anticipation des chantiers du vieillissement de la population française, et bien de mettre en œuvre une véritable politique de prévention. Une politique de prévention qui passe aussi bien par l'alimentation que par la recherche. Et nous ne considérons pas du tout la perte d'autonomie des personnes âgées, en gros le GIR 1, comme une fatalité pour toutes les personnes de plus de 80 ans. Donc, du coup, ça ne coûtera pas forcément beaucoup d'argent. Mais ça coûtera évidemment, de toute façon, le fait simplement de renforcer le financement de l'APA, ça coûtera évidemment des sous, moins aux Français que si on les incitait tous, de manière plus ou moins obligatoire, à renforcer leur couverture assurantielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup Charlotte Brun. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale en charge des personnes âgées et au Parti socialiste. On revient sur toutes ces questions avec nos deux autres invités après la pause. À tout de suite. Lundi à 10h sur BFM Business, Intégral Bourse. Intégral Bourse. Le tempo de la bourse en temps réel.
Il est 14h13, nouveau point sur les marchés sur BFM Business, des marchés extrêmement indécis. Aujourd'hui, le CAC 40 est quasi stable, 3479 points. Le CAC reste à des plus hauts de 5 mois. Voilà où on en est aujourd'hui. Les futurs américains, de leur côté, sont en hausse. Le S&P 500 futurs notamment gagne 0,7%. Donc a priori, Wall Street pourrait bien ouvrir en hausse tout à l'heure à l'ouverture dans maintenant 1h15. À Paris, c'est une séance un peu particulière, troisième vendredi du mois. Du coup, beaucoup d'options et de contrats à terme arrivent à échéance aujourd'hui, ce qui pourrait renforcer d'ailleurs la volatilité et peut-être enfin dessiner une tendance sur le CAC aux alentours de 16h quand les contrats et options arriveront donc à échéance. Ce sera un moment important de la séance pour la Bourse de Paris. Notez l'euro qui progresse, tiens, à 1,2335 $. Le pétrole également sur des niveaux relativement élevés. Le baril de Brent est quasiment à $114. BFM Business, Grand Paris, Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la suite de ce Grand Paris avec nos invités. Charlotte Brun, secrétaire nationale en charge des personnes âgées au Parti Socialiste. Et puis avec nous en plateau, Hervé Monange. Hervé Monange est le directeur général adjoint du Centre d'analyse stratégique. Centre d'analyse stratégique qui publie les défis de l'accompagnement du grand âge, notre thème d'aujourd'hui. Et puis avec nous, l'eurodéputé Philippe Juvin, eurodéputé et secrétaire national de l'UMP. Alors, je vais peut-être commencer juste avec vous, Hervé Monange. Est-ce que vous pouvez nous cadrer quand même les enjeux en termes de population ? C'est-à-dire que les personnes en perte d'autonomie, aujourd'hui, ça représente combien ? Est-ce qu'on a des projections sur combien de personnes ça pourrait représenter dans les années qui viennent ? Oui, enfin, je crois que c'est intéressant de revenir sur ce que disait Charlotte Brun tout à l'heure. On va y revenir. La perte d'autonomie n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, vous avez moins de 20% des personnes de plus de 75 ans qui sont en perte d'autonomie. Donc, la majorité, et on peut s'en féliciter. Oui, on n'est pas en train de dire qu'effectivement, tous les plus de 75 ans... Alors, au-delà de ça, il y a effectivement un phénomène de vieillissement de la population, puisque aujourd'hui, on a à peu près 3 millions de personnes de plus de 80 ans. Les projections qui ont été faites montrent qu'on devrait arriver à environ 6 millions de personnes d'ici une vingtaine d'années, 25 ans. Donc il y aura un phénomène de vieillissement général qui entraînera effectivement par définition un risque accru de perte d'autonomie ou des difficultés complémentaires. Alors c'est un phénomène qui bien évidemment n'est pas propre à la France. Tous les pays européens y sont confrontés. On observe d'ailleurs, et c'est l'un des enseignements majeurs des recherches que nous avons fait au Centre d'analyse stratégique au travers d'un panorama des dispositifs qui ont été mis en place chez nos voisins européens, que dans la plupart des pays, le défi de la dépendance a été somme toute traité relativement tardivement en tant que tel. Les principaux dispositifs ont plutôt été mis en place dans les années 90 et ça a été le cas en France avec en 97 la première prestation spécifique dépendance suivie en 2020 de l'APA. Et aujourd'hui, on voit aussi que les questions de vieillissement, mais aussi les questions financières deviennent tellement prégnantes que beaucoup de pays sont dans une deuxième phase d'adaptation de leurs dispositifs. Alors, Philippe Juvin, peut-être juste un petit mot sur... on va pas s'éterniser sur le passé, mais concrètement, c'est vrai que c'est un dossier qui a un peu patiné sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Alors, je disais, il y a eu la crise, effectivement. Comment vous expliquez quand même que ça n'ait pas avancé autant qu'on aurait pu l'espérer ? Non, mais ça, c'est l'appréciation de Madame Brun qui a pris la parole au nom du Parti Socialiste. Mais c'est vrai que nous avions prévu de faire cette 5e branche ou ce 5e risque, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Et ça n'a pas été possible pour les questions de crise. Enfin, il y a une crise mondiale et c'est vrai que les moyens dont la France dispose ne permettaient pas de faire cette réforme. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus caricaturer. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a rappelé la création de la CNSA. C'est notre majorité qui l'a fait. Rappelez ce que c'est que la CNSA. C'est une caisse qui gère l'argent de la dépendance. Que ce soit la dépendance liée à l'âge, la dépendance dont nous parlons aujourd'hui, ou la dépendance liée à un handicap. Un handicap, oui. Et tout le monde se souviendra ce fameux lundi de Pentecôte, dont le fruit du travail produit de l'argent, et cet argent est géré par la CNSA. Donc c'est nous qui avons créé la CNSA, c'est nous qui avons rénové l'APA,
l'allocation personnalisée d'autonomie qui permet aux départements de verser de l'argent pour aider à la prise en charge des personnes en perte d'autonomie. APA qui a été créé, il est vrai, par un gouvernement socialiste, le gouvernement Jospin. Comme à la demande de Jacques Chirac. Absolument, comme le disait Madame Brun tout à l'heure, mais simplement elle a oublié de rappeler que quand les socialistes ont perdu le pouvoir il y a une dizaine d'années, il a fallu financer cet APA qui n'était pas financé. Et puis le plan Alzheimer, qui a été mis en route il y a maintenant 5 ans et dont on oublie un peu, parce qu'il y a tout un volet de recherche qui est fondamental, mais il y a aussi tout un volet de prise en charge médico-sociale. Donc dire que rien n'a été fait, bon, c'est caricatural et je ne voudrais pas entrer dans ce débat qui serait médiocre. La vérité, c'est ce que tout le monde dit, c'est qu'il y a une population qui vieillit, c'est qu'il y a une exigence de qualité de prise en charge qui augmente aussi, dont on ne parle pas, mais qui est réel. Le niveau de prise en charge de la dépendance tel que nous le souhaitons aujourd'hui est plus important que celui qu'on pouvait imaginer il y a 10, 15 ou 30 ans. Et ça coûte de l'argent. Et puis en même temps, il y a des finances publiques qui sont en déficit, comme vous le savez. Et la réalité aujourd'hui, c'est que la dépendance, comme toutes les dépenses sociales, eh bien, nous les payons en partie à crédit. Et donc, moi, je veux bien entendre l'idée de dire la dépendance, c'est aussi une richesse, une chance, parce que ça va créer des emplois. Je pense que nous allons en parler. Mais il faut quand même rappeler que ces emplois, il faut aussi les payer. Et aujourd'hui, eh bien, nous n'avons pas mis en route, nous ne connaissons pas le système vertueux qui va permettre de les payer. Pour ça, comme Madame Brun, la représentante du Parti socialiste tout à l'heure, disait je vais être totalement transparente, je vous le confirme, elle a été totalement. On ne sait toujours pas ce qu'ils veulent faire, ni comment ils vont le payer. Juste un mot sur concrètement la France par rapport à nos voisins européens. On est à peu près dans quelle situation? Est-ce qu'il y a des pays qui servent de modèle? Alors tous les pays d'abord européens connaissent un vieillissement de leur population et c'est en partie lié bien entendu une diminution de leur natalité. La France fait figure de plutôt bon élève puisque nous avons un ratio entre le nombre de personnes âgées et de personnes jeunes qui est plus favorable au nombre de personnes jeunes en France que par rapport à nos voisins, par exemple allemands. On considère que l'Allemagne, qui est aujourd'hui un pays très peuplé, sera moins peuplée que la France d'ici 20 ou 30 ans. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui est différente en France, qui ne doit pas nous rassurer parce qu'elle n'est pas suffisante pour régler la question. Alors les modes de financement européens sont très différents. Vous avez la Grande-Bretagne, par exemple, qui est l'exemple d'un mode de financement plutôt personnel, assurantiel. Enfin, les gens payent sur les économies qu'ils ont amoncelées durant leur vie. Il y a des modes plus mutualistes, il y a des modes plus français avec solidarité nationale. On voit bien qu'en réalité, il faut arrêter de penser et de dire que la solution, c'est ça. La situation est grave parce que les besoins sont importants et la solution de financement, elle sera protéiforme. Il faudra faire sans aucune idéologie, je le dis là au gouvernement actuel, hein. Il faut prendre toutes ces choses avec grand recul. Tous les modes de financement devront être mobilisés, tous. Alors on reviendra sur la question du financement. Hervé Monange, ma question portait aussi un petit peu sur en France les infrastructures, notamment d'accueil par rapport à des pays étrangers. On sait qu'il y a des pays étrangers où, par exemple, il y a beaucoup plus de maisons de retraite. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui partent en Belgique, etc. Est-ce que la France aujourd'hui déjà a suffisamment répond aux besoins ou pas des personnes Alors, on peut faire toujours plus, on peut faire toujours mieux, mais globalement les infrastructures françaises sont bonnes, sont développées. Mais pour revenir sur ce que disait Philippe Juvin, effectivement dans notre rapport on a pu distinguer 4 types de modèles européens. Un modèle qui est principalement fondé sur le recours à la responsabilité individuelle et parfois à l'assurance privée, c'est le modèle américain, c'est le modèle britannique. Un modèle plus fondé sur les solidarités familiales, c'est ce qu'on voit en Italie. Un modèle de sécurité sociale en quelque sorte, mais c'est pas le plus fréquent. C'est le modèle allemand qui est financé par des cotisations sociales et des modèles. On augmente finalement les cotisations sociales pour consacrer une partie. À hauteur de 2%, partagé moitié employeur, moitié salarié dans le cas allemand. Et un modèle sans doute plus fréquent, c'est un modèle qui fait appel à des services publics financés par la solidarité nationale. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les pays du Nord, notamment aux Pays-Bas aussi.
Oui. Alors situer la France dans ce panorama, c'est assez difficile parce qu'il emprunte un peu aux différents modèles, un peu au modèle nordique, un petit peu au modèle italien, au modèle familial aussi, puisque même si les infrastructures sont fortement développées en France, on sait qu'aujourd'hui, on a à peu près 40% des personnes dépendantes qui sont en établissement. C'est sans doute plus qu'à l'étranger. On estime souvent qu'il faut privilégier évidemment le maintien à domicile le plus longtemps possible. L'idéal type que l'on présente assez régulièrement, c'est plus des 2 tiers de personnes dépendantes à domicile, le dernier tiers en établissement. Alors, on va revenir sur la question du financement, puisque c'est quand même la question cruciale. Donc bon, l'APA en moyenne, alors un peu plus de 500 euros, par mois. Sauf que la Fédération française des assurances, d'après ses calculs, nous dit le coût moyen de la dépendance peut aller à peu près de 1 500 à 3 000 euros par mois pour une dépendance lourde, et qu'il y a à peu près 80% des personnes qui sont aujourd'hui dans des institutions qui ne peuvent pas subvenir par eux-mêmes à leurs besoins. Alors, d'après ce que vous avez déjà dit, on comprend bien qu'il faudra mélanger tout un tas de recettes. La question reste celle du curseur, c'est-à-dire finalement, est-ce que c'est une fusée à étages ? Est-ce qu'on fait de l'assurance ? Est-ce que c'est les mutuelles ? Qu'est-ce qui reste à charge ? Philippe Juvin, pardon. Écoutez, les retraites en France, en moyenne, pour prendre des chiffres ronds, c'est 1 000 euros par mois. Ouais. Les gens touchent 1 000 euros par mois. Parallèlement, en établissement, quand on est admis dans une maison de retraite médicalisée, qu'on appelle EHPAD, le mot n'est pas très beau, mais c'est comme ça qu'on dit, le coût varie selon la localisation de l'EHPAD. À Paris, c'est très cher. Dans des zones où le foncier est moins cher, c'est moins cher. On va dire qu'on est aux alentours de 1 800 à 3 000. Donc de toute façon, il y a une différence réelle et importante entre ce que les gens gagnent par leur retraite, et 1 000 euros, il y a la moitié des gens qui ont moins de 1 000 euros, d'ailleurs 1 000 euros c'était une médiane, et ce que coûte la réalité de la prise en charge pour ceux qui sont en institution, en maison de retraite. Donc on voit bien que de toute façon, il manque, selon que vous soyez dans telle ou telle maison de retraite, selon que vous soyez plus ou moins dépendant, il manque 800 à 1 500 euros par mois de reste à charge, ce qui est considérable. Donc le modèle aujourd'hui tel qu'il existe ne suffit pas. Et il faut trouver des financements à côté. Alors c'est quoi les financements ? C'est d'abord le système britannique. Est-ce qu'on peut se payer, entre guillemets, le mot n'est pas beau, sur le futur héritage ? Voilà, c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est que ceux qui travaillent, les actifs, payent plus pour ceux qui ne travaillent plus. On se paye sur l'héritage, c'est-à-dire, grosso modo, on a un crédit sur son héritage. C'est le système britannique qui fait que durant votre vie, vous créez un capital. Et bien ce capital, au lieu d'aller à vos héritiers, il sert tout ou partie à payer votre dépendance. Voilà, c'est un système. Voilà, ça choque beaucoup, mais c'est un système qui existe. Et puis il y a un deuxième système qui, à mon avis, me paraît être un système intéressant, c'est de regarder et de voir si ceux qui travaillent peuvent payer mieux et plus pour ceux qui ne travaillent plus. Et c'est lié évidemment à la question des retraites. Et c'est pour ça que la rénovation d'un système de retraite est fondamentale. Et dans un pays qui ne peut pas se payer ses retraites, il ne peut pas non plus se payer la dépendance. Oui, parce que quand vous avez de moins en moins d'actifs déjà pour financer les retraites... Et donc, c'est pas en mettant la retraite à 60 ans, il faut se dire, qu'on arrivera à régler la question. Donc, c'est pour ça que je disais que la solution, elle est protéiforme. Elle doit aller chercher en plusieurs endroits. Et puis, il y a l'assurance privée. Il y a certains pays qui considèrent qu'on pourrait, dès l'âge de 25, 30, 35 ans, souscrire une assurance privée qui vous permettrait, le jour où vous seriez dépendant, de vous payer toute ou partie de vos charges. Alors évidemment, les assureurs disent qu'ils savent faire, mais on imagine qu'on s'assure pour un risque qui est très très lointain, 20, 30, 40, 50 ans plus tard, pour un risque qui est évidemment loin d'être constant. C'est une affaire un peu compliquée, puis tout le monde ne pourra pas se le payer. Donc je vais vous dire, la solution, c'est à la fois, il faut que le système de retraite soit viable,
Il faut que l'économie produise des richesses pour pouvoir être redistribuée. C'est pas la question de la dépendance n'est pas une question à elle-même, mais c'est une question de pays riches. Il faut que la France reste un pays riche pour pouvoir se payer la dépendance. Merci beaucoup. Allez, on revient sur cette question du financement de la dépendance dans quelques secondes dans la troisième partie de ce grand pari consacré à la dépendance. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Il est 14h28, nouveau point sur les marchés, sur BFM Business, des marchés très indécis aujourd'hui. Le CAC 40 est quasi stable à 3480 points. Une mer d'huile vraiment sur les marchés, si plate la mer qu'on pourrait presque y faire du ski nautique. Voilà, il se passe rien pour être très franc. Les autres places européennes non plus ne bougent pas, sauf quand même l'Europe du Sud où là ça monte bien même. La bourse de Madrid gagne 2%, Milan aussi gagne du terrain, plus 1,5%. L'Europe du Sud qui caracole en tête avec une nouvelle détente du marché obligataire, notamment sur l'Espagne. Le 10 ans espagnol est redescendu sous les 6,4%. Tout ça porte aussi le secteur financier qui progresse avec le Crédit Agricole, plus 3,5%, 4,30 €. Société Générale aussi gagne 2,8%. Donc vous le voyez, si le CAC 40 ne bouge pas, au sein du CAC, en revanche, il y a des variations qui restent aujourd'hui intéressantes. Repli en revanche pour EDF, moins 1,6%, 16,61 €. Et puis Sanofi aussi qui perd 1,3%. Le CAC est stable, l'euro livre $1, 23,46. Il est 14h29, tout de suite c'est l'essentiel de l'info sur BFM Business avec Sophie Tussaud. La canicule touche à partir d'aujourd'hui 6 départements du sud-ouest de la France. Ils ont été placés en alerte orange. Selon la ministre de la Santé Marisol Touraine, une vingtaine de départements devraient également passer au niveau 2 du plan canicule. L'incendie près de Lacanau est contenu. Au moins 550 hectares de forêt ont été détruits depuis hier. Les 200 pompiers mobilisés restent toutefois vigilants. Le feu pourrait reprendre à cause du vent. La police affirme avoir tiré en état de légitime défense en Afrique du Sud. 34 personnes ont été tuées lors de l'assaut des forces de l'ordre à la mine de platine de Marikana. C'est l'une des interventions policières les plus meurtrières dans le pays depuis la chute de l'apartheid il y a 18 ans. Le jugement des Pussy Riot, selon le juge, elles sont coupables de hooliganisme. Les 3 jeunes femmes, membres d'un groupe punk, avaient chanté une prière anti-Poutine en février dernier dans une cathédrale à Moscou. Leur peine sera annoncée dans la journée. La semaine dernière, le procureur avait requis 3 ans de camp à leur encontre. Du football avec la deuxième journée du championnat de France de Ligue 1. Ça commence ce soir avec un match avancé. Lille reçoit Nancy à partir de 20h45. – 14h31, restez sur BFM Business, c'est le journal de l'écho avec Élodie Largentan. Et c'est officiel, Angela Merkel recevra François Hollande à Berlin jeudi prochain. La chancelière allemande qui vient d'effectuer une visite au Canada où elle a redit son engagement à tout faire pour défendre l'euro. Elle indique également être sur la même ligne que la Banque Centrale Européenne. Un changement de ton assez clair de la part d'Angela Merkel qui devrait faire bouger les lignes en Europe les prochaines semaines et conduire la BCE à agir. C'est en tout cas l'avis de Frédéric Ducrozet, économiste à la recherche marché de Crédit Agricole CIB. Non seulement elle réitère son engagement à soutenir l'euro coûte que coûte, ça fait un mois qu'on entend ce type de discours, mais en plus, effectivement, elle est explicite sur la position de Mario Draghi et de la BCE. Ça veut dire que non seulement les opposants aux interventions de la BCE sont isolés en Europe, on sait qu'au Conseil des gouverneurs en particulier, il y a un seul dissident, c'est le président de la Bundesbank, mais en plus, ils semblent de plus en plus isolés au sein même de l'Allemagne. Donc c'est effectivement un point très important. Alors on est tous contents, et les investisseurs en premier lieu, de passer un mois d'août plus calme pour la première fois depuis 5 ans. Je crois que ça contribue à cet environnement de stabilisation et que ces propos, là aussi, renforcent notre propre conviction que la BCE est prête à intervenir effectivement. Frédéric Ducrozet avec Guillaume Sommerer dans Intégral Bourse. Et à propos de la BCE, à partir de l'an prochain, elle doit superviser toutes les grandes banques de la zone euro. Mais selon le quotidien Handelsblatt, elle pourrait aussi superviser les caisses d'épargne et les banques coopératives, ce que rejette Berlin. Le gouvernement français fera sa rentrée mercredi prochain, une rentrée que Jean-Marc Ayrault envisage avec réalisme. Dans un entretien au Dauphiné Libéré, le Premier ministre assure que la France n'est pas en récession alors que plusieurs pays le sont. Les banques espagnoles
Espagnols, toujours dans la tourmente, le taux de leurs créances douteuses a continué de grimper au mois de juin pour atteindre 9,42% et c'est un record absolu. Ces créances douteuses sont principalement des crédits immobiliers susceptibles de ne pas être remboursés. Madrid compte demander sous peu le versement d'une première tranche de l'aide européenne prévue pour ces banques. Une enveloppe anticipée de 30 milliards d'euros est déjà disponible. 3 mois après son introduction en bourse, le titre Facebook se porte bien mal. Il a terminé hier à un nouveau plus bas sous les $20. Il a donc perdu la moitié de sa valeur depuis son lancement. En cause, la fin de la fameuse période dite de lock-up permettant aux investisseurs historiques de vendre leurs actions. Après les chutes vertigineuses d'autres sociétés du secteur récemment cotées comme Zynga ou Groupon, le souvenir de la bulle Internet des années 2000 revient dans les esprits. Et pourtant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter de ce risque, selon Rachid Medjaoui, directeur adjoint de la gestion de la Banque Postale Asset Management. Il y a une ligne de fracture entre ce qu'on appelle les leaders historiques, qui eux se portent très très bien, les valeurs de, je dirais, techno, on va les citer, mais Google et compagnie. Et puis ces valeurs-là qui finalement subissent plusieurs facteurs négatifs. D'abord, ils ont une base clientèle qui n'est pas sûre. Enfin, quand on découvre que 10% des clients par exemple de Facebook, sans la citer, en fait, étaient complètement inactifs. Et puis, il faut absolument que les perspectives de croissance économique de l'économie américaine, qui sont en train de se stabiliser, voire de s'améliorer un petit peu, se confirment. Et ils vont beaucoup dépendre de cette variable-là. Et puis l'autre élément, il y a ces périodes de blocage de certains investisseurs qui arrivent à échéance, qui vont continuer à peser sur ces titres-là. Mais ne mélangeons pas, je ne crois pas que ce soit l'éclatement d'une bulle de la technologie comme au début des années 2000. Il y a des spécificités et le marché est en train vraiment de faire une différenciation très, très pertinente. Vivendi a recruté 2 banques pour étudier ses options avec GVT, sa filiale de téléphonie au Brésil. C'est ce qu'affirme l'agence de presse Bloomberg. Vivendi a acheté GVT il y a 3 ans pour $4 milliards. Il pourrait soit le céder, soit l'introduire partiellement en bourse. Canal+ décroche un nouveau contrat de diffusion de droits sportifs. Dans la foulée des Jeux Olympiques, la chaîne vient de s'offrir pour 4 ans le meilleur de l'athlétisme français. Une opération symbolique du nouvel axe stratégique de la chaîne, proposer le meilleur de la France à ses abonnés. Sinon, Simon Tenenbaum. Avant, la stratégie de Canal+ tenait sur le dos d'un timbre-poste tout le sport et tout le cinéma. Des piliers menacés aujourd'hui par des colosses de taille mondiale. Dans le sport, c'est Al Jazeera et sa chaîne beIN Sport. Dans la fiction, les concurrents sont des géants des technologies. Apple, Netflix ou encore YouTube qui a par exemple signé un accord pour diffuser les films Disney. Pour résister, Canal+ ne fait pas dans la surenchère, mais dans les programmes estampillés français. La chaîne a laissé filer la majorité de la Ligue des Champions, le foot espagnol, italien, allemand, mais elle a gardé les grands matchs de Ligue 1, le top 14 de rugby et l'athlétisme français. Une stratégie gauloise déclinée aussi dans la fiction. Canal+ met près de 200 millions d'euros chaque année dans le cinéma français. La chaîne joue aussi la French Touch dans les séries Engrenage, Mafiosa, Braco, des œuvres maison imprenables par la concurrence et qui servent de rempart contre la mondialisation audiovisuelle. Et puis les footballeurs du LOSC disputeront ce soir contre Nancy leur premier match dans le grand stade de Lille. Un stade de 50 000 places, résultat d'un partenariat public-privé entre Lille Métropole et Eiffage. Et à partir de cet automne, le stade pourra aussi accueillir des événements culturels. Pour le moment, le stade ne porte pas le nom d'une entreprise, mais Lille Métropole entend bien trouver un partenaire contre une rétribution d'environ 3,5 millions d'euros par an. BFM Business, il est 14h36. BFM Business, Grand Paris, Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour ce grand pari consacré à la dépendance et puis surtout à la question cruciale de son financement. Avec nous en plateau Hervé Monange, directeur général adjoint du Centre d'analyse stratégique qui, je vous le rappelle, publie, comme d'habitude, un excellent rapport, les défis de l'accompagnement du grand âge, un rapport complet et un peu prospectif. Et puis avec nous, Philippe Juvin, eurodéputé et secrétaire national de l'UMP. Alors, Philippe Juvin avait commencé à nous expliquer un petit peu comment il voyait se monter la mécanique du financement. Hervé Monange, finalement, bon, on a bien compris qu'il y aurait une partie de prise en charge collective, peut-être une partie assurée par les mutuelles, et puis peut-être une partie assurantielle, et puis in fine, peut-être tout à la fin, une partie assumée par les malades. Comment vous réglez les curseurs un petit peu finalement là-dessus ? Alors,
faut bien voir qu'aujourd'hui, la dépendance, c'est à peu près 30 milliards d'euros par an. Sur ces 30 milliards d'euros par an, il y en a 23 à 24 qui sont prises en charge, qui sont socialisées, soit par l'assurance maladie, soit par l'État, soit par les collectivités locales. Donc il y a déjà une grosse part de socialisation. La part des dépenses... Pardon, payée en particulier avec la dette. La part des dépenses publiques en France sur le financement de la dépendance, c'est à peu près 1,7% du PIB. C'est un peu plus que la moyenne de l'OCDE, qui est aux alentours de 1,2%. Donc il y a déjà des sommes assez considérables qui sont consacrées au financement de la dépendance. Alors, bon, il n'appartient pas aux analystes stratégiques de donner des solutions clés en main aux autorités politiques. Non, mais par exemple... Ce qu'on peut voir si on regarde les autres pays européens, on voit plusieurs choses. C'est que, premièrement, partout, la part de l'assurance privée reste, somme toute, assez minoritaire. Deuxièmement, il reste partout un reste à charge de l'ordre au moins 20% à la charge des ménages. Donc il y aura sans doute un minimum incompressible. Mais au-delà de la question du financement, je pense qu'il faut aussi garder en tête sur quel modèle, quelle organisation du système de prise en charge souhaite-t-on, puisque les modalités de financement dépendront évidemment du modèle qu'on privilégiera. Est-ce qu'on privilégiera l'institution par rapport au domicile? On voit bien que la tendance partout, c'est de privilégier le maintien à domicile, qui sans doute coûte un peu moins cher. Philippe Juvin citait des chiffres tout à l'heure. Ça coûte cher et ça fait un reste à charge pour les ménages qui est important. Et on a une idée à peu près, vous l'avez dit tout à l'heure, de la proportion entre... Oui, aujourd'hui, pour les personnes dépendantes, il y en a à peu près 40% qui sont en établissement. La tendance, et je pense qu'il y a un consensus assez général là-dessus, c'est d'aller plus vers le maintien à domicile, ce qui a des implications qui sont assez lourdes. D'abord, il faut faire plus de prévention. Les exemples étrangers nous ont montré qu'il y avait des systèmes qui marchent. Mais la prévention, c'est quoi? Ça veut dire c'est des politiques de santé? Quelque chose, c'est tout au long de sa vie, pardon, je vous interromps, mais c'est dès l'âge de 25 ans, faire attention à sa forme physique, lutter contre l'hypertension artérielle, contre le diabète, les facteurs de risque cardiovasculaire, avoir une activité intellectuelle la plus longtemps possible. La prévention, en général, permet de diminuer la dépendance. Ça, c'est très bien montré. C'est très bien montré. Mais je suis d'accord avec vous, la volonté générale des Français, et puis de tous les gouvernants, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est de favoriser le maintien à domicile. Ça va de soi. Parce que imaginer une France couverte par des maisons de retraite médicalisées, c'est totalement inimaginable. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du nombre de lits qu'il faudrait construire, par exemple, si on veut être dans les clous des projections que vous avez citées tout à l'heure? C'est-à-dire 6 millions de personnes dépendantes. Non, pas 6 millions de personnes dépendantes, Dieu merci, 6 millions de personnes de plus de 80 ans. Non, on estime, enfin les chiffres qu'on a aujourd'hui, on a à peu près 1 million de personnes qui bénéficient de l'APA. Les projections qui ont pu être faites dans le cadre du grand débat sur la dépendance de l'an passé montrent qu'on pourrait d'ici une trentaine d'années aller peut-être à 2 millions, mais c'est l'hypothèse haute. Et on a combien de lits aujourd'hui? Aujourd'hui, je crois qu'il y a 700 000 places en établissement. Alors, les assurances, ça existe. Non, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, si vous me permettez. Il y a je voudrais pas dénoncer, mais il y a une grande incantation qu'on retrouve dans le débat politique, c'est la question de, au fond, la dépendance, c'est quelque chose de formidable, parce que ça va pouvoir créer des richesses, des emplois, etc. C'est le grand machin. Est-ce que c'est un levier d'activité économique ou pas? Par définition, oui, puisqu'il faut créer des emplois, mais c'est une activité qui ne rapporte pas, qui coûte à la nation, qui est vertueuse. Moi qui suis médecin, je suis très content que la nation paye des médecins, des paramédicaux, des travailleurs sociaux pour s'occuper des personnes âgées. C'est évidemment formidable. C'est la marque d'un pays développé, civilisé. Mais il faut arrêter de se raconter des histoires, c'est des vrais bobards. Tout ça, ça coûte de l'argent, ça ne produit pas de richesse. Et donc la vraie question, elle n'est pas de dire c'est formidable, c'est une source de création de dizaines de milliers d'emplois. C'est vrai, c'est la source de création de dizaines de milliers d'emplois, mais ce n'est pas formidable en soi, parce qu'on ne sait pas les financer. Aujourd'hui, avec le modèle que nous avons, nous ne pouvons pas financer ces nouveaux emplois. La meilleure preuve, c'est que déjà les actuels, on les finance avec la dette. Donc attention au discours un peu naïf et lénifiant qui consiste à dire tout va très bien Madame la Marquise, on perd des emplois industriels, on va créer des emplois d'aide à la personne. Ces emplois d'aide à la personne, il faut les payer. Et on ne les paye que si la France crée des richesses. Et c'est ça qui m'inquiète
dans les projets, ou l'absence plus exactement de projets qu'on entend ceci, de là, c'est que cette affaire de comment on paye, elle est totalement ignorée. On n'en parle pas, parce qu'on dit que c'est bien, on va créer des emplois. Bah ça marche pas comme ça. C'est du pipeau. Alors Hervé Monange, c'est pas un levier de croissance en fait, la dépendance. Et puis la prise en charge de la dépendance. Philippe Juvin a évidemment raison. La question du financement est réelle puisqu'il s'agit d'une dépense socialisée qui nécessitera d'être financée. Cela étant, on sait bien que la tendance et les projections qui ont été faites montrent que toute chose égale par ailleurs, ça devrait être le secteur le plus créateur d'emplois dans les 10 prochaines années. Si on peut le payer. Aujourd'hui, on a à peu près 500 000 personnes qui travaillent dans le secteur de l'aide à domicile, pour en rester au secteur de l'aide à domicile. Les projections qui ont été faites au Centre d'analyse stratégique montrent que d'ici 2 ans, pour satisfaire les besoins tels qu'ils se dessinent, et à financement récurrent, on créerait à peu près 150 000 emplois. Alors, là où je me démarque peut-être un peu de ce que dit Philippe Juvin, l'un des enjeux du secteur des emplois à domicile, c'est aussi, je pense, d'aller vers plus de professionnalisation. Je pense que l'accompagnement de personnes dépendantes, c'est une activité difficile, c'est peut-être aussi une étape. Une personne peut accompagner pendant quelques années une personne, se former et rebondir sur d'autres emplois. Mais là, on est plutôt, du secteur des services à la personne. On est plutôt sur des sociétés, pardonnez-moi, privées ou sur du public. Aujourd'hui, on voit un peu de tout. Hein. Il y a de l'emploi direct, il y a de l'emploi par les structures associatives, il y a des entreprises privées sur le secteur. Ouais. C'est essentiellement. Non, mais pardonnez-moi, on est tous d'accord. La création de ces emplois d'aide à la personne, c'est une chance pour un certain nombre de gens de trouver des emplois. C'est une chance de créer de nouvelles filières. Mais cette chance, on ne pourra l'exploiter que si, par ailleurs, la nation sait se le payer. La question du maintien à domicile que nous appelons de nos voeux, moi je trouve que c'est ça, c'est ce vers quoi il faut aller. Je ne suis pas le seul à le trouver. Beaucoup de gens, quelle que soit leur appartenance politique, considèrent cela. Mais pour maintenir à domicile, il faut des gens, il faut des aidants. Et ces aidants, il faut les payer. Il faut les former. Notre système éducatif et de formation est-il adapté ? Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il soit suffisamment adapté. Notre système, les finances publiques permettent de se payer ces 150 000 personnes en plus. Non, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, toute dépense publique est financée en partie par l'endettement, c'est-à-dire par le poids qu'on fera peser aux générations futures. Vos 150 000 emplois, c'est des gens qui vont payer des cotisations sociales, c'est des gens qui vont, d'un côté ne seront plus, qui d'un côté ne seront plus chômeurs entre guillemets, donc, voyez, ils passent du côté des gens. Oui, mais avec un tel raisonnement, dans ces cas-là, ce que je vous propose avec un tel raisonnement, c'est d'embaucher la totalité des chômeurs, soit comme fonctionnaires qui paieront des cotisations. Mais vous voyez bien que c'est un système qui ne fonctionne pas. Ça a été essayé dans certaines économies, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut, c'est que la France soit suffisamment puissante, un tissu industriel, productif, qui crée des richesses. Et ce sont ces richesses que l'on redistribue en se payant ce qu'un pays développé comme la France souhaite se payer légitimement, c'est-à-dire en particulier les emplois d'aide à domicile. Vous savez, on dit ça est 30 milliards d'euros la dépense de la dépendance, soit une partie c'est la sécurité sociale, le soin. Cette partie-là, ne serait-ce que cette partie-là, n'est pas payée. N'est pas payée. Vous la payez en faisant payer les générations futures. Allez. Donc, Hervé Monange, vous avez 20 secondes pour conclure. Allez, le mot de la fin. Le mot de la fin, oui, là encore, je suis assez en accord avec ce que dit Philippe Juvin. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'étranger, ce qu'on voit, c'est qu'il y a sans doute un redéploiement des dépenses pour donner plus à ceux qui sont les plus dépendants et peut-être un peu moins à ceux qui sont moins dépendants. Ça, je suis d'accord, bien sûr. C'est un vrai choix politique. C'est une tendance en fonction des revenus. Mais ça ne suffira pas. Merci beaucoup, Hervé Monange, Philippe Juvin. Allez, dans quelques secondes, on prend tous ensemble l'autobus. À tout de suite.